RCN. Le son de la différence. Tempo classique sur RCN, Dominique Breda. Laurent Causse, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir dans Tempo Classique. Alors, les habitués des concerts de l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy vous voient et vous entendent jouer très souvent à votre poste, puisque vous êtes le violon solo super soliste de la formation, mais peu vous entendent vous exprimer. Alors, ça va être l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur la vie d'un musicien d'orchestre en général. Mais vous avez aussi d'autres casquettes que nous découvrirons au fur et à mesure de cet entretien. Pouvez-vous un peu nous parler de votre parcours musical, parcours qui vous a amené au poste que vous occupez actuellement ? Oui, alors ça fait assez longtemps que je suis arrivé à Nancy. En fait, je suis arrivé en 1989 parce qu'il y avait un concours de violon super soliste, un concours de violon super soliste à l'orchestre local qui s'appelait à l'époque l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Il a changé maintenant de dénomination. Je suis encore à l'ancienne dénomination. Moi. Oui, maintenant c'est l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine. Oh là là, Mathieu Dussouillet va pas être content. Alors avant cela, j'étais passé par le Conservatoire de Paris. Oui. Et vous venez de quelle région ? Moi, je suis... mon père était fonctionnaire. Et donc, je dis mon père parce que ma mère ne travaillait pas. Et donc, on a beaucoup changé de région. D'accord. Et je suis né en Charente-Maritime, mais j'ai vécu une grande partie, j'ai fait mes premières études de violon à Valence. D'accord, très bien. Et puis après, j'ai été à Vesoul, à Besançon, à plein d'endroits, en fait. Donc avec plein de professeurs différents déjà. Oui, le premier, disons, le plus important, c'est le premier, toujours. Donc c'était un peu comme Babar, une vieille dame. Une vieille dame merveilleuse qui avait vu jouer Yehudi Menuhin quand elle était, qui avait vu jouer aussi Enesco quand elle était jeune, et c'était une vieille dame merveilleuse qui m'a fait aimer le violon. Oui. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de professeurs que j'ai beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé le violon et les professeurs qui l'enseignaient. Vous êtes peut-être bien tombé aussi. Peut-être, oui. Et puis quand on a envie aussi d'aimer, on aime souvent. Et puis en fait, ça a terminé au Conservatoire de Paris, où j'étais dans la classe d'un grand violoniste français pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Pierre Amoyal. Bien sûr, oui. Dans sa classe, donc, j'ai eu mon premier prix de violon à l'unanimité, premier nommé. C'est un minimum, hein. Oui, c'était pas si facile. Et puis ensuite, j'ai fait le perfectionnement du Conservatoire national supérieur dans la classe de Régis Pasquier, qui est un autre violoniste merveilleux, français. Ouais. Et puis j'ai aussi travaillé avec Jean-Jacques Cantoroff. Voilà, d'accord. Oui, c'est des belles références. Voilà. Quand j'étais à Paris, j'étais à l'orchestre pendant 7 ans à l'ensemble orchestral de Paris, qui s'appelle maintenant l'Orchestre de chambre de Paris, et qui était un orchestre vraiment très intéressant, mais où il n'y avait pas la formation symphonique qui m'a beaucoup plu quand je suis arrivé à l'orchestre de Nancy. Parce que là, ce que j'ai pu faire, c'est tout ce répertoire, le grand répertoire pour le grand orchestre symphonique et puis l'opéra, quoi. D'accord. Alors, on va peut-être marquer une première petite pause musicale. Vous nous présentez l'œuvre ? Oui, alors Alla Albéniz, c'est une œuvre de Rodion Chedrin, que je prononce sûrement pas très très bien. Mieux que moi en tout cas. Voilà, alors c'est une œuvre d'un compositeur qui est pas très connu en fait, mais dont on connaît, sans le savoir, vous connaissez un certain nombre de musiques parce qu'il a écrit aussi de merveilleuses musiques de films. Et je voudrais parler de la pianiste, qui est une pianiste absolument merveilleuse, qui s'appelle Ludmila Goldwasser, qui a longtemps été enseignante au Conservatoire de Nancy, qui est en fait une pianiste de Saint-Pétersbourg, qui a gardé de très forts liens avec sa culture russe et qui joue absolument merveilleusement du piano. Et donc je suis très heureux de ce concert qui a été en 2008 en fait à l'Hôtel de Ville. C'était donc une pièce de Rodion Chedrin, c'est ça ? Voilà. Bon, j'ai fait des progrès depuis tout à l'heure déjà. On ne dit pas Chedrin, on dit Chedrin. Chedrin, d'accord, bon. Enfin, donc vous étiez accompagné par Ludmila Goldwasser. Voilà. Et donc nous sommes toujours avec Laurent Causse
violon solo super soliste de l'orchestre de l'Opéra national de Lorraine. C'est cela. Voilà, très bien. Alors, vous pourriez nous parler un petit peu de ce poste qui est très, très, très convoité en général, un poste de violon solo. Mais alors là, en plus, il est super soliste. Alors, on peut avoir une explication de la chose? Déjà, c'est un très grand honneur pour moi c'est vrai, d'être à ce poste dans un opéra national. Il n'y en a pas tant que ça en France. Et un orchestre qui est formidable. Donc, moi, j'étais très heureux toutes ces années. Qui sont bientôt, d'ailleurs, j'arrive bientôt au terme de ces années, puisque je vais bientôt partir à la retraite. Mais je suis là quand même depuis 1989. Oui. En fait, super soliste, c'est un mot qui est apparu il y a une trentaine d'années, justement. Ça commençait à apparaître. C'est un petit peu comme une inflation, en fait. Avant, on disait violon solo. En Allemagne, c'est le Concertmeister. Oui. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, oui, violon solo, finalement. On pourrait faire encore mieux. On peut faire mieux. Faire encore mieux. Mais en fait, ça veut dire, violon super soliste, ça veut dire violon solo. Voilà. Mais les Allemands ont gardé le Concertmeister. Voilà, peut-être qu'ils ont rajouté un super ou quelque chose, mais je ne peux pas vous dire, mais c'est bien possible. Alors, vous arrivez le dernier sur scène. C'est pas que vous êtes en retard, mais ça a probablement une signification particulière. Oui, parce qu'il y a un rite. En fait, la musique, il y a, disons, le concert d'orchestre, il y a un certain nombre de rites, dont celui-là. Il y a derrière ces rites, il y a souvent quelque chose de pertinent, d'intéressant. En fait, c'est le hautbois qui donne le la. Oui. Mais pour qu'il y ait une espèce que ça paraisse organisé, le la est demandé par le violon solo. Oui. Et ensuite, il est donné par le hautbois. Et c'est ceux-là que prennent en fait les instrumentistes de l'orchestre. Qui sont quand même un peu accordés avant, non, déjà? Oui, bien sûr. Tout le monde est accordé avant. Mais disons que ça permet de perfectionner l'accord. C'est un rite. D'accord, c'est un rite. Oui. Comme le fait que vous saluez, vous saluez au nom de l'orchestre, je suppose aussi, quand vous arrivez sur scène. Oh, je suppose, oui. Enfin, Oui. moi, je ne me sens pas trop... voilà, je ne suis pas trop imbu de moi-même, ça va. Rassurez-vous. Alors, tout va bien. Tout va bien. Donc, alors, vous avez un rôle particulier en ce qui concerne le travail des cordes avant les représentations. Oui, forcément. C'est-à-dire que, comme les autres, je dirais, chefs de pupitre, chaque chef de pupitre doit finalement relayer toutes les demandes du chef d'orchestre, de la chef d'orchestre, devrais-je dire, puisque maintenant nous avons Marta Gardolinska. Oui. Et donc, faire que toutes ces demandes artistiques qui concourent à son interprétation soient vraiment réalisées, je dirais, dans la technique, dans le son, dans toutes les composantes. Les articulations. Qui sont, voilà, parce que nous sommes des artisans, en fait, au moment du concert. Je dirais que l'interprétation, c'est vraiment la chef d'orchestre. Et nous sommes là pour que cette interprétation soit rendue le plus fidèlement possible. Et aussi, évidemment, en pensant au compositeur, qui malheureusement souvent n'est plus là, mais quand même, on pensera à sa mémoire. On en voit un dans la salle. On essaye d'être extrêmement fidèle. Et donc, ce travail-là demande des relais de la chef d'orchestre, donc. Et ce sont les chefs de pupitre. Et donc, par exemple, il y a un chef de pupitre des violoncelles, il y a un chef de pupitre des altos, des seconds violons, des premiers violons. Et donc, c'est vrai que le premier violon solo est considéré également, d'une certaine manière, comme celui qui fédéralise un petit peu les demandes qui concernent toutes les cordes. Voilà. D'accord, oui. Mais il y a quand même un chef de pupitre dans chaque pupitre de cordes. Mais voilà, quelquefois, il y a des demandes un peu plus générales qui concernent toutes les cordes. Et à ce moment-là, c'est au violon solo de les exprimer. Et alors, ça se passe comment au niveau des répétitions? Vous êtes par pupitre, justement ou... Ça arrive que nous soyons par pupitre. Ça s'appelle des répétitions partielles, en fait. Ça arrive dans des œuvres qui le demandent, particulièrement complexes. Assez fréquemment, par exemple, quand on a fait le programme avec l'œuvre de Richard Strauss, Mort et Transfiguration, qui était donc au début
de la saison, qui est des retrouvailles absolument extraordinaires après le confinement, en plus avec une grande symbolique, parce que c'était mort et transfiguration tout de même. Et là, effectivement, pour une œuvre d'une telle complexité, la chef d'orchestre a séparé par moment le travail des cordes et des vents. Et c'est elle qui percussions. C'est elle qui assure toutes ces répétitions-là ? Alors, quand c'est de grands groupes comme ceux-là, quand ce sont des grands groupes comme ceux-là, effectivement, en général, la chef d'orchestre s'occupe de chaque groupe. C'est elle qui le fait. Mais par exemple, il y a des œuvres dans lesquelles on a isolé les violons, et à ce moment-là, ça peut être le violon solo qui s'en occupe. On isole les cuivres, à ce moment-là, c'est un des chefs de pupitre qui peut s'en occuper. Et voilà, chaque pupitre. Ça peut même être le pupitre de violoncelle qui répète séparément, et le chef de pupitre l'un des chefs de pupitre des violoncelles s'en occupe, bien sûr. Donc il y a toute une mécanique qui doit être bien huilée pour que... Qui n'est pas toujours la même, on s'adapte, aux œuvres, tout à fait. Tempo classique sur RCN, Dominique Breda. Alors, est-ce que vous avez voix au chapitre en ce qui concerne les pièces qui sont décidées pour les programmes ? Oui, c'est-à-dire que je peux exprimer mon point de vue, oui, ce que je fais d'ailleurs. Je propose, et après, vous êtes force de proposition sur les programmes au sein du comité artistique, en fait, de l'orchestre. Le comité artistique, et donc il est élu par les membres de l'orchestre, tout le monde vote. Alors, il y a qui dans ce Et alors, il y a un certain nombre de musiciens. Oui. Et moi, je suis dans chaque comité artistique, bien que je ne sois pas élu. J'y suis là en tant que observateur et en tant que, aussi peut-être un peu référence, maintenant que ça fait si longtemps que je suis à l'orchestre. Oui. Voilà. Donc, j'assure une espèce de permanence, parce que je crois que je vais bientôt être quand même le plus ancien du comité artistique. C'est probable. Et donc, en fait, quand même, après, c'est des propositions qui émanent soit de moi, soit de d'autres membres du comité artistique, soit des propositions qui viennent de musiciens de l'orchestre et qui sont transmises par le comité artistique. Et ces propositions, après, sont pesées et éventuellement reprises par le directeur de l'opéra, de l'orchestre. J'ai pas souvenir qu'une de mes propositions ait été retenue, en fait, depuis 30 ans. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je pourrais vous en donner un certain nombre. Alors, il y avait quoi, par exemple ? Mais par exemple, je regrettais que l'on joue à point régulièrement Faust de Gounod, parce qu'il y a une époque, quand même, avec Carmen, c'était l'opéra français le plus joué, et il n'a pas été donné depuis très longtemps, et puis, en fait, je le regrette toujours. Et puis un certain nombre de choses comme celle-là, mais voilà, je trouve ça normal en même temps que chacun exprime son point de vue, j'exprime le mien, et qu'après, il y ait une espèce de tri, et puis qui en fait, le résultat est la politique artistique de l'Opéra de Lorraine. Ça, c'est des choix qui se font 2 ans à l'avance, quelque chose comme ça ? Alors, c'est un paquebot, hein, l'opéra de Lorraine. Oui, ça, je pense qu'il y a même des choses qui c'est plus longtemps à l'avance pour avoir certains chefs. Oui, on ne peut pas virer comme ça, c'est longtemps à l'avance, oui. Tout bon capitaine vous le confirmera. Il faudra que vous demandiez à Mathieu Dussoulier. Là, oui. Je lui poserai la question. On ne voit pas toujours les mêmes musiciens sur scène. Alors comment ça se passe entre l'opéra, l'orchestre, tout ça, le symphonique, il y a des rotations, il y a des services dans le pupitre des violons, par exemple, il y a quelque chose d'assez spécial, et je pense très intéressant à Nancy, c'est que les musiciens ne sont pas toujours à la même place. Oui, c'est excepté les chefs de pupitre, qui tournent d'ailleurs aussi entre eux, mais par exemple, il n'y a pas, comme dans beaucoup d'orchestres, de premier violon et de second violon. Il faut savoir, quand on dit ça, que les premiers violons sont souvent ceux qui jouent la mélodie, qui jouent plus dans l'aigu, et que les seconds violons sont souvent à rapprocher, ils ont un rôle assez proche de celui des altos, assez fréquemment, ou alors ils jouent la mélodie, mais à l'octave inférieure. Et donc, c'est pas tout à fait la même manière de jouer de son instrument. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, à Nancy, les musiciens font les deux. Et c'est très enrichissant. Alors qu'il y a d'autres orchestres, beaucoup d'autres orchestres, c'est comme par exemple l'orchestre de Strasbourg, où en fait on est premier violon, on est second violon, voilà. on passe un concours. Sa vie, Pas forcément, non, mais après on passe un concours. Oui, bien sûr. Et c'est un concours qui est
difficile. Mhm. Donc il y a effectivement beaucoup de musiciens qui passent leur vie deuxième violon. Et ça peut être quelque chose de relativement frustrant. Et on a voulu l'éviter. Ça fait assez longtemps maintenant qu'à Nancy, on a ce régime un peu spécial. Oui, ça permet aux musiciens de respirer. C'est plus épanouissant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, on va être un petit peu plus technique. Vous pouvez nous parler des traits d'orchestre? Oui. Il y en a des redoutables, il y en a des redoutés. Bien sûr. Enfin, en fait, je parlerai plutôt des compositeurs. Par exemple, si je parle de la très grande musique allemande, très souvent, c'est que ce soit Wagner, que ce soit Richard Strauss, que ce soit Schumann, par exemple. Il y a des traits qui sont... des traits. Il y a des passages qui sont vraiment difficiles et que les musiciens d'orchestre doivent travailler ça chez eux, longtemps, longtemps, parce que c'est un apprentissage parfois qui dure des années, puisqu'ils passent les concours pour intégrer les orchestres avec ces traits. Avec ces traits-là, oui. Et ces traits, comme du bon vin, se bonifient petit à petit. D'accord. Donc oui, ces partitions d'orchestre, en fait, elles sont travaillées déjà chacun chez soi pour les coins délicats, et quels que soient les pupitres, en fait, parce qu'il y a il y a des choses complexes à tous les instruments. Hein. Il faut dire qu'à notre époque, maintenant, c'était pas comme ça il y a 30 ans, quand j'ai commencé, enfin, il y a même bien plus longtemps. Moi, j'ai commencé il y a beaucoup plus longtemps que ça. Mais maintenant, les musiciens qui rentrent dans l'orchestre, ils ont une connaissance incroyable du répertoire. Ils le connaissent déjà. Donc, pour trouver des passages qu'ils ne connaissent pas, il faut prendre un répertoire marginal ou moins connu, ou redécouvrir des répertoires. Mais si on joue les grands compositeurs, ils auront déjà une connaissance en général parfaite. Oui, ça permet aussi de hausser la qualité de l'orchestre globalement. Exactement, oui. Donc ça, c'est intéressant. Merci aux formateurs, alors. Les CNSM ou ailleurs. Oui, il n'y a pas que les CNSM, les pôles supérieurs. Et puis, merci au conservatoire, par exemple, de Genève, qui nous en a envoyé plusieurs excellents musiciens, Lausanne, enfin d'autres. Il y a des Allemands aussi, des gens qui viennent des... Mais il y a des Français qui sont allés passer, qui ont fait des études supérieures dans les conservatoires suisses, par exemple, ou belges, à Bruxelles, qui sont dans l'orchestre et qui sont français et qui sont allés se former à un niveau supérieur dans d'autres pays. Oui. D'accord, très bien. En Allemagne aussi. Ouais. On fait une petite pause musicale avec Kadish. Alors, parlez-nous, dites-nous 2 mots de Kadish. Enfin, de la version qu'on va entendre, en tout cas. Oui, Kadish, c'est une merveilleuse mélodie de Maurice Ravel. Et donc, je crois que ça se passe quand même de commentaires. C'est quelque chose qui porte à la méditation, qui est universel, même si Kadish, normalement, est une prière juive. Mais elle a vraiment une portée universelle. Et je pense que c'est d'autant plus dans cette version où il n'y a pas de paroles, une version de Ravel, et une version où il y a 2 instruments qui sont 2 instruments vraiment absolument de la grande tradition en fait de la musique juive. On voit des harpes, la harpe de David. Bah oui, c'est extraordinairement ancien. Voilà, donc c'est quelque chose que donc j'ai fait depuis longtemps, dans les années, je crois, 92, avec ma femme, avec mon épouse, et qui était une merveilleuse harpiste. Voilà. Donc on écoute un petit bout de Kadish. Donc c'était Kadish de Maurice Ravel dans la version sans parole, avec vous Laurent Causse au violon et puis Béatrice Causse, votre épouse, à la harpe. Béatrice Huven. Béatrice Huven. Les artistes souvent gardent leur nom. Oui, je suis un peu administratif, vous savez. Sinon, on les perd, oui. C'est pas comme la sécurité sociale. D'accord. Alors, à côté de votre poste à l'orchestre, vous êtes également professeur de violon au conservatoire à rayonnement régional du Grand Nancy. Et jusqu'à l'année dernière, vous aviez en charge les grands niveaux de ce conservatoire. Enfin, vous aviez de grands élèves. Vous pouvez nous parler un peu de votre classe ? J'avais pas plus en charge que les autres professeurs, en fait, mais il y a des périodes, effectivement, où on a plus de grands élèves que de petits élèves. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au conservatoire, il y a bien longtemps, je n'avais pas de grands élèves.
Mais après, ces élèves ont grandi. Et ils sont restés chez vous, dans votre classe. Ils sont restés chez moi et il y a eu des périodes donc où j'ai eu effectivement beaucoup de grands élèves. Et donc il y en a un certain nombre maintenant qui sont dans des orchestres, qui sont au Conservatoire national supérieur. J'ai une élève par exemple qui s'appelle Clémence, qui est à l'orchestre de Toulouse, qui est passé par le Conservatoire national supérieur de Paris, dans la classe d'Alexis Galperine, un merveilleux professeur. Mais j'ai eu 2 élèves l'année dernière aussi, Maxime et Nicolas, qui ont eu leur diplôme régional, c'est-à-dire un diplôme qui concerne tous les conservatoires du Grand Est, excepté Metz, qui est à part, mais disons qu'il y a Strasbourg, il y a Mulhouse, Thionville, Épinal. Reims, ça va jusque Reims aussi. Alors, je ne sais pas si Reims y est encore. Enfin bref, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Et donc, j'ai 2 élèves là qui ont eu l'année dernière leur diplôme à l'unanimité avec les félicitations du jury. Comme vous à Paris, quoi. Ils sont sur la bonne voie. Voilà. Ils ont eu la même distinction. Voilà, ils étaient donc distingués. Et maintenant, j'ai moins d'élèves parce que comme je vais partir à la retraite, je me consacre plutôt à des élèves qui auront besoin de moi moins longtemps. C'est-à-dire, pour l'instant, je prends pas mal d'élèves qui sont à la faculté de musicologie, qui commencent tard l'instrument et qui veulent se familiariser avec plusieurs instruments. Donc, ils commencent le violon tard parce qu'ils voudront être professeurs de musique ou voilà. Ouais, j'espère qu'ils sont conscients d'avoir la chance de travailler avec quelqu'un qui a une polyvalence musicale déjà. Mais les autres professeurs, il y a beaucoup de très bons professeurs au Conservatoire de Nancy. Bien sûr, je ne remets pas en cause les autres. On a une très belle équipe. J'ai aussi quelques élèves qui restent encore et qui sont en 3e cycle, mais qui sont un peu plus jeunes, qui ne sont pas encore au niveau de passer leur DEM. Leur DEM, voilà. D'accord. Alors, en plus de tout ça, vous faites un peu de musique de chambre. Je recevais Jean de Spingler il y a quelques semaines pour l'ensemble Stanislas. Vous en êtes un des piliers. Vous êtes arrivé très tôt dans cet ensemble également, je crois. En fait, je ne fais pas un peu de musique de chambre. Je suis un fou de musique de chambre. D'accord. Donc, j'en fais autant que possible. D'accord. Autant que le plus possible, en fait. Et puis, vous avez également pratiqué le concerto ? Oui. Alors, j'ai quand même... Maintenant, je dois dire que j'en joue un petit peu moins, parce que je cours moins après les prestations de soliste avec l'orchestre. Mais quand même, puisque je savais que vous alliez me poser la question... Vous voyez, on prépare les choses sérieusement. Je peux vous dire RCN, que depuis les quelques années que j'ai passées à Nancy, j'ai joué avec l'orchestre, donc Tzigane de Ravel, la Havanaise de Saint-Saëns, les variations sur Carmen de Sarrazate, les 4 saisons de Vivaldi, les 2 romances de Beethoven, concerto en la mineur de Bach, concerto de Jean-Marie Leclerc, sur le même accord de Dutilleux, le Bœuf sur le toit de Darius Milhaud, le double concerto de Brahms avec violoncelle, la symphonie concertante de Mozart avec alto, et beaucoup d'autres choses encore dont je ne parle pas. Donc effectivement, j'ai pas mal joué en soliste avec l'orchestre, et je dois dire que pour moi, c'est un immense plaisir de jouer dans l'orchestre. De jouer en soliste avec l'orchestre, c'est pas tout à fait la même chose. Certes. C'est aussi une mise en danger, donc le plaisir vient plutôt après. À la réécoute éventuellement. Oui, ou alors au dernier accord. Dernier accord. Voilà. Quand les gens applaudissent, en fait. Voilà. Bien, pour terminer cet entretien, Laurent, merci déjà, parce que ça m'a fait très plaisir de vous accueillir. Et puis on va terminer en réécoutant votre violon, Jean-Baptiste Vuillaume, ça parlera pour les connaisseurs. Et dans des variations de Rossini. Avec harpe, et toujours Béatrice Huven. Toujours Béatrice Huven. RCN, www.rcn-radio.org